Bonsoir à tous, troisième semaine du Grand Raid en Chine. Je vous parle ce soir à partir de Pékin, la capitale de ce pays qui compte, je vous le rappelle, 1 milliard d'habitants. Alors que je rejoins tous les raideurs qui sont bien arrivés, après avoir parcouru une grande partie de l'axe sud-nord reliant Canton à Pékin via Changsha et Zhengzhou. Je vous parle plus précisément au pied de ce que l'on considère en Chine comme étant l'un des plus beaux temples, l'un des plus somptueux, le Tiantan, le temple du ciel. On raconte qu'ici, au moment des solstices d'hiver, l'empereur venait s'entretenir avec les autorités du ciel. Il se chargeait de tous les péchés de son peuple et demandait aussi qu'en cas de calamité, il soit la seule victime des courroux célestes. 2 chiffres à retenir pour vous donner encore une idée de grandeur de ce temple qui est très visité aujourd'hui par les touristes. Une superficie de 273 hectares et une charpente soutenue par 28 colonnes dans lesquelles aucun clou n'a été planté. De Zhengzhou à Pékin, 900 km, avec de temps en temps des images sorties tout droit d'un album photographique. Zhengzhou-Pékin, le dernier tiers de notre parcours. Comme une remontée dans le temps tout au long de la route, ces locomotives à vapeur qui sillonnent la Chine. Intactes, belles, puissantes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours à se répartir sur 900 km, tous en demi-teinte, avec le soleil et la pluie, le vent et la neige. Confession des raideurs sur leurs aventures au cœur de la province du Hebei. Dimanche 10 mars. Je roule en direction de Shaoling avec Gauthier, tandis que Thierry s'est occupé de ramener la voiture sur Pékin. Sur ces images, vous apercevez notre interprète, qui m'a interdit de filmer 2 minutes plus tôt, l'enfant mort que j'avais découvert le long de la rizière gelée. Je l'avais pris pour une poupée. Emmitouflé sous un capuchon rouge et à moitié couvert de neige, je ne pouvais pas m'imaginer que ce soit là un enfant. L'homme qui l'enterrait riait. Personne ne s'inquiétait de savoir s'il avait des parents, si quelqu'un pensait à lui. Je me suis dit par après que probablement, nous ne pouvons rien y comprendre. La vie et la mort semblent avoir ici des sens différents. Quelqu'un m'a expliqué qu'il s'agissait probablement d'une petite fille. Les Chinois n'ont droit qu'à un enfant et ils perdent leur dignité s'ils ne donnent pas naissance à un fils. C'est pourquoi l'infanticide des petites filles est encore tellement important en Chine. Mais pour tous, la vie continue. Ils ont fait exploser le sol pour le rendre plus mou. Dans 3 jours, ils y planteront des arbres. Depuis qu'Alain a cassé la voiture, la Chine, ça devient de plus en plus physique. Le problème, c'est que ça devient très lent pour faire les films. Non, mais ce qu'il y a de bien, en fait, avec ce petit vélo que nous avons loué, c'est qu'on peut bien visiter la ville. C'est pas clair. Allez, Alex. Enfin, lui, ça va, c'est pas trop pénible pour lui. On a un film à faire, Alex. Allez, allez. Au revoir. Les usages qu'on peut faire d'une simple bicyclette n'ont plus de secret pour les Pékinois. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait sur les rues de la ville, nous avons été surpris de découvrir ce temple musulman. Quelques Chinois du Xinjiang y reviennent maintenant chaque jour. Ils prient ouvertement pour qu'Allah les protège et ne les quitte jamais. Mais pour nous, la semaine a surtout été marquée par cette visite d'un hôpital unique en Chine. Signe des temps, le pays développe à son tour les techniques de la chirurgie plastique. D'abord spécialisé dans les brûlures et les accidents de travail, on y vient aussi pour une autre raison. De plus en plus de Chinoises et même de Chinois se font débrider les yeux. Et selon le docteur Song, ça ne doit pas être interprété comme un rejet de leur appartenance à la race chinoise. C'est plutôt un signe que les Chinoises et les Chinois ont de plus en plus d'argent et qu'ils soignent de plus en plus leur beauté. Au départ de Zhengzhou, en début de semaine, nous avions en tête les images des grandes villes de Chine sous la pluie. Une vision de la Chine trop souvent un peu triste.
Et puis il y a eu ce village, en pleine campagne. Et la campagne, c'est les 8/10 du pays. Pékin, la capitale. Contraste étonnant. Ici, on vit à un autre rythme, presque à une autre époque. L'époque de l'ouverture à l'Occident, bien sûr, comme en témoignent ces mannequins rencontrés en ville. Elles incarnent toute la femme moderne de Chine. Ce désir d'ouvrir grand les bras vers l'extérieur. Aussi cette envie d'en finir avec l'uniformité, la monotonie, l'anonymat. Nous nous sommes tous retrouvés, avant d'entrer dans Pékin, pour fêter, en décorant nos voitures avec les moyens du bord, la réussite de cette incroyable traversée de la Chine. Nous garderons, nous, de ce pays, la vision étonnante de notre petite voiture sur l'imposante place Tiananmen. Sur cette place où des centaines de Chinois, en pèlerinage dans la capitale, se font photographier à la chaîne devant la cité interdite. Pékin. Il y avait toutes les images de cette capitale d'un pays qui compte 1 milliard d'habitants. Les grandes avenues, les magasins de plus en plus provocants, les publicités et le clin d'œil à la consommation. La foule et les vélos, l'hiver et le silence, et cette lente façon de se transformer et d'ouvrir les yeux quand passe l'étranger. Coup d'œil sur Pékin, la cité interdite, un joyau baigné dans la lumière dorée de l'hiver. Il y a ici le calme répété de la ville et le faste derrière chaque mur et sous chaque tuile. Le palais impérial fut construit sous les ordres de Yang Li de la dynastie des Ming entre 1407 et 1420. Imaginez un peu l'empereur lorsqu'il recevait ici les soldats victorieux qui rentraient de la guerre. Il y a le jaune des tuiles, c'est la couleur de l'empereur. Et le violet des murs, c'est la couleur de l'étoile polaire, centre du cosmos, comme l'empereur est le centre de l'empire. Succession de palais, d'escaliers en marbre, de salles étincelantes. C'est là que se déroulait l'intronisation de l'empereur. C'est ici qu'était rendue publique la liste des candidats reçus aux examens impériaux. C'est là que se célébraient les couronnements, les anniversaires et les solstices. Pavillon de la tranquillité céleste, palais de l'harmonie suprême, palais de l'union, palais de la pureté céleste. La cité interdite nous est apparue comme un dédale de portes et de couloirs, de terrasses et d'escaliers, de salles cloisonnées et d'espaces fermés. Reflets superbes en rouge et en or des excentricités et des frivolités impériales. On imagine tout un monde d'intrigues façonnées de jalousie et de rivalités de palais. La cité est devenue encore plus silencieuse d'être devenue un musée encore plus clos. C'est le temps pour les Pékinois d'une halte, d'une promenade en famille, d'un arrêt calme au milieu d'une ville calme. Avec les rayons du soleil qui annoncent des jours plus chauds et les premiers brins de jasmin pour la photo souvenir. Il y a ici comme une lente respiration, comme le bonheur tout simple de se retrouver. Et puis, à 75 km de Pékin, la seule construction humaine, dit-on, qui puisse se voir de la Lune. 2 siècles avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huangdi imagina de construire un rempart qui protégerait la Chine des attaques des barbares venus du Nord. 300 000 hommes sont mobilisés pendant 10 ans. Cela n'arrête pas les hordes de Gengis Khan. Grandeur et décadence. Pendant un siècle de domination mongole, le mur s'effrite, s'écroule. Une nouvelle fois, le rempart est restauré. En l'an 1500, il s'étendait sur 12 700 km et à l'époque Ming comptait 20 000 tours de garde comme celle-ci. Aujourd'hui, 3 points sont restaurés. Un autre aspect de la muraille, elle fut une voie de communication dans les régions montagneuses et permit la mise en culture de régions inhabitées. À l'ombre de ces pierres et à quelques kilomètres seulement, les tombeaux des Ming. Certains sont restaurés, nous leur avons préféré ceux-ci, plus petits, un peu plus oubliés, silencieux, hors du temps et tellement beaux. 12 empereurs sont morts, les siècles ont passé et ils poursuivent leur attente immobile et sacrée.
Endroit étonnamment calme et serein, troublant aussi. Les herbes ont poussé, les chemins de ronde s'affaissent, les toits s'effritent. On imagine la Chine du XVe siècle, les plafonds verts et dorés, les fumées d'encens, la splendeur des rites. Et sur la voie sacrée, le passage du cortège impérial devant 24 statues d'éléphants, de lions, de chameaux, de chevaux et de mandarins. Yeux de pierre immobiles pour accompagner l'empereur vers sa dernière demeure. Flashback de 53 ans, regardez bien, c'était en 1932, l'arrivée de la fameuse croisière jaune en Chine sur la voie sacrée. Une aventure qui avait passionné le monde entier. Du mois d'avril 1931 à février 1932, une quarantaine d'hommes et 14 automobiles à chenilles relient la Méditerranée à la mer de Chine en suivant les traces de Marco Polo sur la route de la soie. En traversant l'Himalaya, il leur avait fallu démonter toutes les voitures, pièce par pièce. Et puis il y eut le désert de Gobi et l'Afghanistan en révolte, le Xinjiang en dissidence et la Chine en guerre. 12 000 kilomètres et bien des exploits pour ces aventuriers de la première heure. 53 ans plus tard, le Grand Raid. 8 mois pour parcourir plus de 45 000 kilomètres. Et notre passage sur la voie sacrée, avec en plus quelques boutiques souvenirs. Une image noir et blanc, notre humble hommage à ceux qui nous ont balisé la route en 1932. Car ici, en Chine, aucune expédition ne s'est réalisée entre la croisière jaune et le Grand Raid. C'est la première fois qu'un rallye automobile relie Canton à Pékin. Une image noir et blanc, comme si elle appartenait déjà au passé, car après la traversée du Grand Raid, les Chinois vont ouvrir cette route aux étrangers. Un demi-siècle a passé, alors combien de jours avant la prochaine expédition ? C'est effectivement une question que l'on peut se poser, car les choses vont très vite ici en Chine. Et je me demande, Noël, si votre grand témoin de ce soir a lui aussi connu la croisière jaune. Nous allons lui demander, Didier, bonsoir, pour cette émission en forme d'événement. Notre grand témoin s'appelle Jacques Séguéla. Et figurez-vous qu'on le connaît bien sûr pour la publicité, c'est une star de la pub, Jacques Séguéla. Mais figurez-vous que lui aussi, il a partagé l'aventure que vous êtes en train de mener, puisque dans les années 50, à la fin des années 50, pour votre doctorat de pharmacie, vous voyez que la vie réserve des surprises, vous aviez pris une petite voiture, une 2 chevaux, je crois à l'époque, et vous avez fait le tour du monde. Vous faisiez un doctorat sur les plantes médicinales. Et vous l'avez traduit par un livre qui s'appelait La Terre en rond. Oui, c'était le premier tour du monde d'une voiture française, Citroën déjà. Quand on me demande si j'ai connu la croisière jaune, rassurez-vous, j'étais quand même pas né encore. Bien sûr. Vous n'étiez pas passé par la Chine d'ailleurs à l'époque où vous faisiez votre tour. Oui, parce qu'on a attendu avec Jean-Claude Baudot, qui était mon comparse d'aventure, pendant 3 semaines d'avoir un visa à Hong Kong. Et les Chinois n'étaient pas devenus ce qu'ils sont. Ils nous ont refusé l'entrée. La Grande Muraille, à ce moment-là, faisait complètement le tour de la Chine. Vous aviez quel âge à cette époque-là ? J'avais 25 ans. Moi, j'avais pratiquement leur âge. Je peux vous dire que pour moi, c'est toute ma jeunesse là qui remonte dans ma tête. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai d'être là et de pouvoir parler avec eux de l'autre côté. Et si je pouvais donner ma vie contre la leur, oh là là là. Enfin, votre vie est quand même bien intéressante parce que vous êtes un aventurier. Mais oui, mais ils ont la vie devant eux. Jacques Séguéla, je sais que vous suivez le Grand Raid avec beaucoup d'assiduité. Qu'en attendez-vous ce soir ? C'est ce que j'ai trouvé formidable dans cette émission et par rapport à la précédente, c'est que vous avez osé ouvrir le reportage à l'imaginaire. Je sais que le jury s'est beaucoup divisé là-dessus et que tous les journalistes ne sont pas d'accord, mais moi je crois que la vie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de pouvoir aussi bien traîner sa caméra en grand reporter que pouvoir la traîner en grand poète. Et ce que j'ai trouvé fabuleux dans ces petits spots, ce sont des spots qui viennent nous retrouver tous les dimanches soirs, c'est qu'il y en a qui partent dans la fiction, il y en a qui partent dans le réel, et ils sont tous de talent. C'est cette génération qui est née, là, c'est la génération de la vidéo. Ils sont nés avec 2 caméras à la place des yeux et un micro à la place de la bouche. Ils ont des plans séquences dans la tête. Merci Jacques Séguéla. Vous allez vous rendre compte ce soir que cohabitent très bien dans notre émission Le Grand Raid la fiction et le reportage. C'est tout l'objet de notre programme d'aujourd'hui qui commence, Didier, par Télé Monte Carlo. Oui, et je peux vous assurer que l'équipage suisse est particulièrement heureux de ce que vient de dire Jacques Séguéla. Ils lui donneront des points à la fin de l'émission. Premier équipage, Télé Monte Carlo, les filles Christine et Guylaine.
On va pas laisser notre place à Jacques Séguéla, dommage, mais cette semaine on a abandonné notre petite voiture et on est monté dans les transports en commun. Et là on y a fait une rencontre originale et on a décidé d'en faire un film. Reportage proposé par Télé Monte Carlo, une femme moderne. Ma mère travaille tous les jours. Elle se lève très tôt et elle fait un métier très dur. Mais j'aime ce que ma mère aime, alors j'aime aussi son métier. Et puis elle est contente de travailler. C'est une femme moderne. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wang, j'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai un seul enfant, un garçon. Quel est votre métier? Je travaille depuis 10 ans dans une grande société de Wuhan. Je suis conductrice de bus. Est-ce que c'est un métier dur? Et pourquoi l'avoir choisi? Oui, c'est dur parce qu'il faut se lever tôt et accepter de rentrer tard le soir. Et c'est très fatigant aussi de rester tous les jours 8 ou 10 heures au volant, surtout quand il pleut. Mais je suis fière d'être chauffeur de bus parce que c'est un métier très estimé et bien payé. Et comment devient-on conductrice de bus en Chine? C'est assez dur. Il faut étudier la mécanique et l'électricité. Il faut aussi connaître toutes les règles de conduite et apprendre à bien conduire. Dans la société où je travaille, il n'y a que des femmes. Combien à peu près? Nous sommes 1000. S'il n'y a que des femmes, c'est parce qu'on conduit mieux et moins vite. Et puis on ne boit pas et en général on est plus patiente que les hommes. Si ce n'est pas indiscret, combien gagnez-vous? Je gagne 180 yuan par mois. Ça fait à peu près 3 fois le salaire d'une vendeuse. En plus, je ne paye pas mon repas de midi. Et tous les 3 mois, je reçois un pantalon neuf et une veste neuve. Comme autre avantage, j'ai aussi un jour de congé par semaine. Et si je veux, je peux m'arrêter de travailler 15 jours par an, tout en continuant d'être payée. Et si vous gagnez le même salaire, est-ce que vous ne préféreriez pas exercer un métier plus féminin? Non. Si je n'étais pas conductrice de bus, j'aimerais être mécanicienne et mieux connaître la technologie. Mais je suis très contente de mon métier parce que je m'entends très bien avec les autres femmes et surtout avec Ling. C'est celle qui vend les tickets dans mon bus. C'est ma meilleure amie. Et surtout, grâce à ce métier, je peux être une femme moderne. Quelle est votre définition de la femme moderne et de la femme traditionnelle? Une femme traditionnelle travaille normalement, puis elle rentre chez elle et passe beaucoup de temps à s'occuper de sa famille. Pour une femme moderne, le travail c'est presque toute sa vie. Elle travaille encore plus que ce qu'on lui demande, elle travaille plus dur et mieux aussi. Et puis une femme moderne se marie assez tard et elle n'a qu'un seul enfant. Mais elle doit être aussi une bonne épouse et une bonne mère. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Pour mon travail, j'aimerais devenir chef des conductrices. Et à part ça, quel serait votre souhait préféré, votre rêve? Mon rêve, ce serait d'avoir un nouveau logement avec 3 chambres et un salon. Et puis tout le confort d'une famille moderne. N'aimeriez-vous pas voyager et connaître autre chose? Quand je roule dans Wuhan, j'ai l'impression de m'évader un peu. Mais enfin, j'espère qu'un jour je pourrai aller visiter Pékin. Une fois encore, Guylaine et Christine nous ont fait pénétrer dans la vie des gens. Vous avez une petite critique en forme d'exercice de style à faire sur ce sujet, Jacques Séguéla. Oui, je dirais, comme le dit la pub, tic et chic, femme choc. Tic et chic à l'équipe, bravo les filles. Quelle qualité de reportage. Le choc, c'est, vous l'avez vu, la femme chinoise, c'est un mec. Alors, le MLF, c'est... Attention les gars, moi qui croyais que la dernière femme du monde, c'était la chinoise et qui avait trop lu Baudard, aïe, aïe, aïe. Nous allons procéder à la notation maintenant en commençant par Sophie Eke pour RTL Télévision. Une femme qui parle des femmes, un bon reportage, 6, 3, 4, 4, 8, pour un total de 25. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, c'est un sujet qui nous donne beaucoup d'informations. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est toujours un peu sur le même ton. C'est un peu traditionnel comme traitement. Ce qui donne 6
4, 3, 4, 8 pour un total de 25. Bruno Albin pour Antenne 2. 8, 3, 4 pour le commentaire. Moi, j'ai bien aimé votre parti pris de traduire directement vous-même l'interview de la conductrice de l'autobus ou du trolleybus peut-être. L'appréciation personnelle 10 et un total de 28 points. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions ce reportage a été fait, peut-être un peu surveillé, je ne sais pas. Bon, la profession de chauffeur d'autobus ou de trolleybus pour une femme n'est pas très originale. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est que cette femme a parfaitement intégré les valeurs de la société chinoise. Voilà. Et mes notes, c'est 6, 4, 4, 3, 8, ce qui fait un total de 25. José Sacré ne votera pas puisqu'il représente Télé Monte Carlo. Un global de 103 points. Je crois avoir entendu, Didier, que Christine voulait intervenir. C'est le moment de le faire avant de passer à notre deuxième sujet. C'est une femme qui n'a pas eu le temps de parler pour ce reportage. C'est quand même dommage, Noël. Elle est frustrée, la pauvre. Non, je ne suis pas frustrée, non. Non, ça se passe très bien. C'est une femme traditionnelle dans certains aspects, mais c'est aussi une femme moderne. Et en fait, dans la ville où nous étions, à Wuhan, la particularité, c'est qu'il y a vraiment une majorité de femmes qui sont conductrices de bus, ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les villes de Chine, notamment à Pékin où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons bien noté, Christine, et nous passons maintenant au deuxième sujet avec toi, Didier. Présenté par Antenne 2, Roland ou Georges ? Roland ? Oui, c'est par moi. Roland. Alors c'est un portrait que tu nous proposes aujourd'hui. Oui, c'est un portrait, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a traversé la Chine, on s'aperçoit, comme tout le monde sait, que les 8/10 de la Chine, c'est la campagne. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un contraste encore plus énorme avec les villes que dans les autres pays. Et il y a un phénomène nouveau, c'est l'exode rural. Et la Chine doit se moderniser, alors il y a beaucoup de paysans qui sont obligés de quitter leur village et qui viennent s'installer en ville. Alors on a voulu faire ce film pour traduire le sentiment de quelqu'un qui part de chez lui, qui abandonne un petit peu tout et qui va reconstruire son autre vie ailleurs. Alors moi je voudrais rajouter que c'est un film qui a été tourné en moins d'une journée parce qu'on a eu énormément de problèmes pour avoir l'autorisation de tourner dans une usine. Et en Chine c'est un peu partout pareil, si on veut faire des plans au bord de la route ça va. Dès qu'on veut rentrer dans une administration ou une institution, il y a tout de suite des barrages, il faut du temps. C'est un fait que les équipages ont eu beaucoup de difficultés pour tourner leur reportage en Chine car les autorisations sont nécessaires pour entrer dans beaucoup d'endroits et cela les a un peu handicapés. Un très beau titre pour le film proposé cette semaine par Antenne 2, Promesse de bonheur. Quand tu arriveras au pied de la montagne, tu sais, juste après le petit pont, il y a un endroit où la brume du matin s'attarde quelquefois. Il faut que tu arrives là assez tôt. Tu marches dans le brouillard pendant un instant et tu écoutes bien. Si tu entends la voix d'une femme qui chante, alors il est dit que tu seras heureux un jour. Le jour est à peine levé et je marche tout seul dans les rizières en me répétant cette histoire que me racontait mon père. Je le revois assis à côté du feu, enveloppé dans son gros manteau. Est-ce qu'il croyait vraiment à son histoire ? Il fait froid et mes sandales de paille sont trempées par la rosée. L'air est calme. Et pourtant, c'est la dernière fois que je vois ces paysages qui sont le décor de toute ma vie. Ces petits sentiers au flanc des collines, ces grandes rangées d'arbres qui au loin ressemblent à des personnages immobiles, et puis ces maisons en briques rouges, aux toits de tuiles et aux portes basses. Maintenant, j'aperçois au loin un nuage de brume qui flotte dans les bambous. Peut-être qu'il avait raison, mon père. Il faut absolument que j'arrive là-bas avant que le soleil se lève. Je marche en pensant à mes amis. Hier encore, j'étais avec eux. J'ai d'abord vu 3 petits points à l'horizon. Puis ils se sont rapprochés sur leur vélo et nous nous sommes croisés sur le chemin. Hier, c'était déjà la lumière de l'automne. Bientôt, la neige tombera sur mon village. Le silence de l'hiver dans cette campagne chinoise. Et tous ces parapluies qui s'agitent sur les sentiers. Le clapotement des gouttes de pluie dans les gamelles.
le sifflement du vent qui galope à l'horizon. Tout cela va me manquer. Ce matin, le village était vide, seulement l'odeur de la terre humide dans les rues. À la maison, personne n'était levé. Je me suis senti seul tout à coup. Maintenant, tout se mélange, tellement j'ai peur d'oublier. Ça y est, j'arrive dans cette forêt dont parlait mon père. C'est exactement comme il m'avait dit. Toujours cette légende qui trotte dans ma tête. Et si c'était vrai, cette promesse de bonheur? Demain, je pars à la ville pour travailler dans l'industrie. Je sais bien que ma vie va changer. Mais qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Wang Che est aujourd'hui chef de groupe à l'atelier numéro 1. Il est un des 120 000 ouvriers de l'usine sidérurgique de Wuhan. Et dans 2 ou 3 ans, il espère avoir quelques jours de vacances pour retourner voir la brume, le matin, dans la campagne chinoise. Dans notre métier de la télévision, nous appelons cela un commentaire en contrepoint, Jacques Séguéla. En publicité, on dit attention, on va décaler. Vous savez que la France se divise en 2 parties, les recentrés, on pourrait dire les conservateurs, et les décalés, ceux qui bougent et qui prennent le contre-pied de l'humour ou de la différence pour dire les choses. Et ce que je trouve formidable dans ce reportage, c'est que, imaginez-le au premier degré en montrant la Chine industrielle et Léon Zitrone faisant le commentaire habituel de la télévision, on aurait fermé notre bouton. Et ce qui tout d'un coup fait la force et l'imaginaire, et la rencontre du reportage et de l'imaginaire, c'est que ce contrepoint formidable, un très beau texte, qui nous promène comme ça dans la jeunesse et le passé de ce garçon, c'est le concept d'aujourd'hui, les racines du futur. Vous dites que ce sont des jeunes qui ont des caméras vidéo dans les yeux, mais on se rend compte au fur et à mesure des programmes qu'ils sont aussi des littéraires finalement. Oui, je dirais qu'eux, ce sont en plus des fils de pub. Faut continuer les mecs. Merci. Alors, Sophie Equet pour RTL Télévision, car il faut bien noter. Bien écoutez, 6, 4, 4, 3, 7 pour un total de 24. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, tout ce que je voulais dire, Jacques Séguéla l'a dit. Pas de chance. Alors, je me tairai la prochaine. Non, mais c'est parce que c'est pas facile de traiter d'un personnage, pour l'effort de scénarisation, tout ça. Et ça donne 6, 4, 5, 4 et 9 pour un total de 28. Bruno Albin ne votera pas puisqu'il représente Antenne 2. Nous passons donc à Vincent Philippe pour la Suisse romande. C'est effectivement très difficile de parler après Jacques Séguéla. Disons, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé ce reportage, c'est d'avoir montré cette réalité ingrate de l'industrie lourde que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, l'avoir montré par un sentiment de peur et en se réfugiant dans ce rêve écologique, ce rêve de la campagne. Et c'est pour ça que j'ai donné des notes qui sont bonnes, 7, 4, 5, 5 et 9, ce qui fait un total de 30. José Sacré pour Télé Monte Carlo. Oui, alors 5, 3, 3, 4, 9, ce qui fait un total de 24. Je remarque que c'est le 2e reportage que nous voyons ensemble ce soir. C'est la 2e fois que l'on voit des Chinois en train de prendre leur repas. J'espère que quelqu'un pensera à faire un sujet sur la gastronomie chinoise, parce que nous sommes quand même nombreux à aimer ça, non? Envoyez les baguettes. 106 points. 106 points. Voilà pour vous, messieurs d'Antenne 2. Une petite réaction peut-être? Je suis content que ce décalage plaise, justement, ce dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est le parti pris qu'on avait choisi pour ce film. Et puis, on ne sait jamais trop comment ça va passer, quoi. Je suis content qu'il y ait des décalés à l'autre bout du fil. Votre tandem nouveau a l'air de bien marcher. En tout cas, Didier, on vous écoute pour nous présenter le 3e sujet de ce programme de ce soir. Oui, avec Alain Margot et Alexandre Beauchâté, qui étaient très contents, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir des compliments de la part de Monsieur Séguéla. Alexandre. Oui, merci, c'était bien sympathique. Mais je dois dire que... Ils sont si rares. Je dois dire qu'on essaye quand même de trouver des compromis et la fiction, c'est quand même quelque chose de très difficile à faire. Il faut avoir beaucoup d'idées. On en fait, mais je pense que jusqu'à présent, nous avons quand même fait beaucoup plus de reportages que de fiction. À ce propos, une petite question. Le prochain Rackham Legumes, entre nous. Entre nous, on ne sait toujours pas, mais ça doit venir très prochainement. On va quitter la Chine cette semaine, et puis la semaine prochaine, on va commencer à y penser, pour le Canada ou les États-Unis. Il faut quand même que j'aille le temps de me préparer un peu, parce que psychologiquement, c'est très dur. Alors en attendant, tu nous présentes le reportage d'aujourd'hui. Oui, alors le reportage d'aujourd'hui, nous l'avons trouvé en nous promenant dans les rues de Wuhan à une heure très très matinale. Et une fois n'est pas coutume, nous avons voulu essayer de faire un film de nuit parce que l'atmosphère qui y régnait était assez fantastique. Nous avons trouvé des gens qui, eux, ne dormaient pas et nous les avons accompagnés durant leur nuit blanche
Alain peut aussi vous dire quelque chose en ce qui concerne les problèmes de film. Non, il n'y avait pas de problème, mais simplement comme on a filmé quand il faisait nuit, on a essayé d'utiliser très peu nos éclairages, comme ça on arrive mieux à rendre cette ambiance qu'il y avait là à 3 heures quoi, du matin. Voici l'ambiance proposée par l'équipage suisse à 3 heures du matin au détour d'une ruelle. Une ruelle de Wuhan, il est 2 heures. Alors que la ville dort toujours, plusieurs femmes travaillent à la lueur d'une ampoule malgré la fraîcheur hivernale du matin. Le charbon rougit, l'eau bout, la vapeur se dégage sous les toits, ajoutant à l'ambiance déjà féerique un aspect surréaliste. Chaque matin, ces femmes accomplissent les mêmes gestes et préparent les mêmes plats à l'intention de centaines de Chinois. Tout se prépare sur la rue, de la petite toilette au feu qu'il faut constamment alimenter. Seule la locomotive à vapeur marque les heures à la régularité d'un horaire, mélangeant sa fumée blanche à celle des fourneaux. Les tables, encore recouvertes de rosée, sont dispersées sur le trottoir. On y mélange les nouilles chaudes que l'on servira dans quelques heures, lorsque le peuple se rendra au travail, ou, au contraire, lorsque sa nuit s'achèvera. Le jour se lève. Le passage de la locomotive sonne le coup des 6 heures, alors que la ville s'éveille dans un concert de sonnettes et de pétards. Le bol entre les mains, comme pour se dégourdir les doigts, le travailleur apaise sa faim tout en se réchauffant pour quelques yuan, les suppléments étant offerts. De telles cantines populaires, il en existe beaucoup en Chine. Elles sont le reflet d'un certain mode de vie qui surprend l'étranger. Sacrifiant l'individu au profit de la masse populaire, le Chinois sombre dans un certain anonymat désiré. Telles ces femmes, travaillant bénévolement au service de la communauté jusqu'au petit jour, lorsque les paniers sont vides. Autour de ces tables, nous avons ressenti, un peu, la mentalité d'un peuple encore timide et renfermé. Telle nous est apparue cette Chine, travailleuse et surprenante, où chaque rencontre prend fin où elle débuta, au détour d'une étroite ruelle. Alors vous êtes applaudis, messieurs de la Suisse, mais apparemment Jacques Séguéla n'a pas partagé votre émotion du petit matin. Ah oui, moi je suis déçu, parce que ce sont mes chouchous, les Suisses. C'est eux, chaque fois, qui vont au bout de l'imaginaire. Et je trouve que le sujet part un peu en nouille. Et puis, ils n'ont pas de chance. Hein. Troisième film alimentaire. Un bol, ça va. 3 bols, bonjour les dégâts. Mais je vais quand même prêcher pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de fibres. Sur évidemment un sujet un peu tenu, il manque le concept. Voilà, c'est pas parce qu'on fait de l'imaginaire qu'il faut oublier que tout film doit être un message. Il manque un peu la racine du sujet quelque part, mais il faut gagner, il faut continuer dans l'imaginaire, les Suisses. Nous procédons à la notation avec Sophie Eke pour RTL Télévision. Eh bien, tout comme Jacques Séguéla, je vais parler de la sensibilité qui passe dans l'œil du caméraman de ces Suisses qui, décidément, au niveau du langage de l'image, sont très très forts. J'ai aimé, au détour d'une ruelle, j'ai bien aimé de découvrir comment cela pouvait se passer en Chine, de voir toutes ces pattes étalées comme ça sur le trottoir. Alors 7, 4, 5, 3, 8, pour un total de 27. Que va nous dire Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada ? D'abord, une impression, c'est que c'est intéressant de voir que les films sur la Chine, que l'on nous parle de la collectivité ou d'un personnage, on a l'impression que c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. Ceci dit, j'ai moins aimé que Sophie. Je trouve que c'est dommage que le commentaire répète un peu trop l'image, alors que c'est dommage parce que l'image est très expressive, votre image est très expressive,
et il y a quand même du rythme. Ce qui donne 6, 4, 3, 3 et 8 pour un total de 24. Alors Bruno, vous avez été satisfait de ce reportage, vous qui représentez Antenne 2 ? Moi, je préfère Rakam Logun. Alors, je préfère. Non, défenseur de la fiction, vous aussi. Non, moi j'aime. Je suis comme Jacques Séguéla. Moi, j'aime beaucoup les représentants suisses du Grand Raid. Et je trouve qu'ils ont une force terrible quand ils sont carrément dans la fiction. Là, je trouve qu'ils sont un peu à cheval sur deux genres, ça va pas très bien. Alors, bon, c'est pas catastrophique, on met 6 pour le choix du sujet, ensuite 3, 4 pour l'image, c'est vrai. Avec peu de lumière, c'est bien, rien n'est écrasé par la lumière, ça c'est parfait. 3 pour le commentaire, 7 pour l'appréciation personnelle, ça vous fait 23, mais refaites-nous un Rakam Legume, qu'on s'éclate un peu. Commentaire de grand technicien. Vincent Philippe ne votera pas puisqu'il représente la Suisse romande. Nous passons donc à José Sacré. Oui, alors 6, 4, 6, 3, 8, ce qui fait un total de 27. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'un film n'a pas besoin de message ni d'action. On peut aussi être séduit par l'atmosphère. Et en 2 ou 3 plans, on sent l'atmosphère, on sent les odeurs, on sent le froid du petit matin dans cette ruelle. C'est pas mal du tout. Global, 101 points. Voilà en tout cas qui vous prouve que notre jury n'est pas aussi monolithique que vous pourriez le penser. Il y a du pluralisme. Nous passons maintenant au 4e reportage, 4e sujet, qui est présenté par Radio-Canada, à moins que vous ayez une critique à faire ou une réponse à donner. Bien entendu, Allez-y, Rakam et compagnie veulent répondre quand même. Mais bien En général, je ne suis pas tout à fait du même avis que les jurés, mais pour une fois, oui, alors je trouve que le film n'était pas très bon. Et puis c'est vrai qu'on préfère beaucoup les films de fiction, sans aucun doute. Aucun décalage entre Paris et Pékin. Je vois Cela dit, je peux donner un conseil. Jacques Séguéla voudrait donner un conseil. Oui. Je voudrais vous dire, nous sommes l'imaginaire exige le jusqu'au boutisme. Éclatez-vous, allez jusqu'au bout, c'est ça qu'on attend de vous. Oubliez les conservatismes et les idées reçues. Donnez-nous ce que vous avez dans les tripes, comme vous l'avez déjà fait plus souvent. Voilà. Mais cela rejoint, Jacques Séguéla, cela rejoint le sens des centaines de lettres que l'équipage suisse reçoit chaque semaine et qui en redemande du Rakam. Oui, je voulais rajouter que si seulement tout le monde pensait comme ce Séguéla, ce serait fantastique. En tout cas, je vois que la Chine a déteint sur vous puisque vous êtes capable de faire votre autocritique, ce qui est très bien. Nous allons passer maintenant au 4e reportage, j'espère sans savonner, Radio-Canada. Bon, Robert Bourgoin, fais ton autocritique à ton tour. Alors nous, je voudrais vous prévenir tout de suite, il ne faut pas se fier aux premières images qu'on a tournées. C'est pas un film alimentaire. Et les dernières ? Les dernières non plus. Alors, un peu par hasard, on a rencontré un homme très spécial dans une petite rue de Wuhan. On a discuté avec lui et avec d'autres personnes et on s'est aperçu... Tu parles couramment chinois, hein ? Mais évidemment. Alors on s'est aperçu ? On s'est aperçu qu'il était un homme très connu dans la ville et même partout en Chine. Alors on a décidé de faire un portrait de cet homme. C'est le portrait d'un homme qui n'a pas vraiment l'air de ce qu'il est. C'est mystérieux. Les Canadiens vous proposent cette semaine la poule aux œufs d'or. Cet homme est millionnaire. Il y a 5 ans, il a découvert le secret qui lui permet de fabriquer des œufs d'or. À son usine de Yingzheng, une petite ville fermée à 100 km de Wuhan, des paysans apportent chaque jour des milliers d'œufs. On sélectionne d'abord les plus précieux, on les met dans un bain d'eau chaude, on les enrobe d'un produit chimique, on les roule dans le blé pour les protéger et on laisse reposer le tout pendant 60 jours. Résultat, un délice de la gastronomie chinoise que l'on s'arrache à fort prix, les œufs de 100 ans. Depuis quelques années, le gouvernement chinois encourage les paysans à faire du commerce. Dai Wenxiang a 47 ans. Il cultivait le blé. Maintenant, on le surnomme le roi des œufs de 100 ans. L'année dernière, dans la seule ville de Wuhan, il en a vendu 1 million, 2 fois plus que les 7 marchés d'État réunis. En 5 ans, il s'est taillé en Chine un petit empire commercial. Pour lui, la recette est bien simple. Il vise toujours à étendre ses activités, réduire sa marge de profit pour augmenter ses ventes et permettre le meilleur choix et le meilleur service à l'acheteur. Dai Wenxiang vit dans un véritable paradis fiscal. Il ne verse à la Chine que 5% des revenus de son entreprise. Comme le commerce privé est un phénomène très récent ici, le règlement des impôts est encore très compliqué et imprécis. Et ces commerçants, au contraire des paysans,
ne sont soumises à aucune loi. Interrogé sur ses revenus, il s'est montré très avare de commentaires. En 3 jours, en évaluant les dépenses et les revenus de l'entreprise et en vérifiant ceux de ses employés, ils sont passés de 50 000 à 200 000 yuan par année. Une fortune. 200 fois plus que la moyenne des Chinois. Ces nouveaux riches attirent beaucoup d'envieux autour d'eux. Et ils ont tout intérêt à ne pas étaler leur richesse au grand jour. Il a plus de 100 employés. En Chine, on accepte mal encore l'idée d'un rapport de force qui dépasse le cadre de la famille. Mais ces employés sont mieux payés que ceux de l'État et travaillent dans de meilleures conditions. Des usines comme celle-ci, il en possède déjà 4, et 2 autres sont en construction. Pour le moment, il investit tous ses profits dans l'achat de nouvelles installations, de camions et d'équipements. À plus long terme, il projette de mécaniser toute son entreprise. Le mois prochain, j'irai à Hong Kong pour visiter la plus grosse usine où l'on fabrique ses œufs. J'en profiterai pour sonder le marché. Je veux vendre mes œufs au monde entier. À Wuhan, les commerçants viennent acheter directement de lui, en grosse quantité, à des prix qui défient toute concurrence. La Chine est en développement. Je crois que dans quelques années, les Chinois seront aussi riches que les Américains. Dai Wenxiang représente encore un cas exceptionnel. Moins d'1 Chinois sur 1 million possède une telle fortune. Je ne me considère pas comme un capitaliste. La Chine est encore un pays socialiste. Disons simplement que je suis un homme très riche. Chaque matin depuis 5 ans, cet homme se réjouit de sa bonne fortune. Il croit en l'avenir, mais n'oublie pas de vivre au présent. Avec lui, la poule aux œufs d'or peut dormir tranquille. Il n'espère qu'une chose, qu'elle vive paisiblement et pour très longtemps. Jacques Séguéla, voilà qui vous rappelle un certain Jean-Baptiste, très connu des Français. Oui, il y a des doumingues partout. D'abord, bravo pour le reportage. Là, il y a du 5 colonnes à la une. Derrière tout ça, vraiment un grand professionnalisme. On a l'impression qu'il y a 10 ans de métier de caméra derrière ça. Et puis alors, quand même, 3 chocs. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit ceux qui n'ont pas d'objectif ne risquent pas de les atteindre. Objectif atteint. Deuxièmement, il y a une chose qui me frappe, c'est que les riches ont les mêmes discours de riches dans tous les pays du monde. Ils sont à la fois mégalomanes, je veux vendre mes œufs au monde entier, et puis ils sont complètement naïfs. Il dit dans 10 ans, nous serons plus riches que les Américains. Vous pouvez courir, les petits Chinois. On pourra courir vite. Et puis troisièmement, et c'est peut-être ce qui me surprend le plus, messieurs les capitalistes, avec vos petites valises noires, c'est plus la peine de courir en Suisse ou au Luxembourg. Le paradis fiscal, c'est la Chine populaire, 5% d'impôts. Sur ce rire, nous commençons la notation avec Sophie Equet pour RTL Télévision. Eh bien, pour cette poule aux œufs d'or, peut-être aussi une poule aux œufs d'or au niveau de la notation. 8, 4, 5, 4, 9, pour un total de 30. Jean-Louis Boudou ne note pas cet excellent reportage puisqu'il représente Radio-Canada. Nous passons donc à Bruno Albin. Qui lui note cet excellent reportage. 8, 4, 3, 3, 10, un total de 28. Vous avez beaucoup d'admirateurs, beaucoup de défenseurs qui trouvent que je suis souvent trop sévère avec vous. Mais votre meilleur défenseur, c'est encore vous-même quand vous faites des reportages aussi bons que celui-ci. Voilà qui est dit. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, même si ce personnage est très connu, je trouve que le choix du sujet, là en l'occurrence, est excellent et tout à fait d'actualité puisqu'il nous montre ce sens des affaires que peuvent avoir les Chinois dans le contexte de la Chine d'aujourd'hui qui s'ouvre. Donc c'est très bien. Une petite réserve que j'ai déjà faite pour Francis et Robert, c'est que le commentaire est un petit peu chargé, un peu didactique. Alors mes notes, bien sûr, bien entendu, c'est 9, 5, 3, 4, 8, un total de 29.
José Sacré pour Télé Monte Carlo. 7, 4, 4, 5, 9, ce qui fait un total de 29. Intéressant ce portrait du milliardaire jaune qui, quand on lui parle de ses revenus, est avare de ses commentaires, mais on aurait quand même aimé savoir ce qu'il fait de son argent. Hein, vous auriez peut-être pu le pousser un petit peu plus loin. Un global de 116 points. Didier, je n'allais pas résister au plaisir de dire milliardaire jaune, c'est normal puisqu'il fait des œufs. N'est-ce pas? Bravo, bravo Noël. Nous allons passer. Bravo Noël. N'est-ce pas? C'est pas mal. Continuez hein comme ça. Attendez, je voudrais quand Pas même mal. donner Juste- la parole à Francis Lévesque, c'est le principal concerné. Oui, j'aimerais savoir, une question à Jacques Séguéla, si des Chinois comme celui qu'on a montré dans notre film auront un jour leur faiseur d'images d'après lui. Bien sûr, la publicité, ça commence en Chine, vous l'avez vu. D'ailleurs, nous, on va essayer l'an prochain d'aller créer la première agence européenne en Chine. Et ça prouve que ce pays entre enfin dans la démocratie, parce que contrairement à ce que l'on croit, la publicité, ça signifie la liberté. Didier, voilà, sur cinquième et dernier reportage de ce programme d'aujourd'hui, c'est le sujet de RTL Télévision. Voilà, c'est un sujet que nous avons tourné à Wuhan et il est issu d'une rencontre. Et vous allez comprendre qu'on n'a pas pu filmer le personnage parce que ça l'aurait mis en danger. C'est un personnage donc figurant, fictif, qui est à l'écran. Et puis je voulais vous dire que si ce film vous dérange, si ce film vous donne envie de rire ou s'il vous étonne, surtout ne vous retenez pas, c'est pas bon pour la santé. Et puis aussi, il s'agit d'un journal, je vous dis tout de suite, c'est pas le mien. Alors nous allons regarder ce journal qui est proposé par l'équipage RTL. C'est un sujet assez grave et je vous le rappelle avec un personnage tout à fait fictif mais qui raconte une histoire vraie. Reportage proposé par RTL, Journal d'un fou. Ce soir, la lune brille. Ça fait 33 ans que je ne l'ai plus vue. Demain, elle ne brillera pas. Elle ne brillera plus jamais. Ce matin, j'ai réfléchi à nouveau. Monsieur Chao faisait des gestes avec un bâton sur les bords du Yangtze. Il m'a dit que la Chine était comme une vieille barque, avec plein de regards dedans. Et il m'a regardé avec des yeux, comme s'il voulait me manger. Je n'avais pas peur, non. J'ai continué mon chemin. Puis j'ai vu des gens, mais ils chuchotaient. Ils parlaient de moi. Et puis les yeux se sont mis à rire. Je me demande ce qu'ils avaient contre moi. Je me suis encouru. À midi, j'étais seul. J'étais bien. Le poisson en face de moi avait les yeux blancs et durs. Et puis la bouche ouverte, comme les yeux des hommes qui veulent manger les êtres humains. Je ne savais plus si ce que j'avalais était du poisson ou de la chair humaine. C'est pour ça que j'ai vomi. J'ouvrais les yeux très grands et j'étais étonné combien de panneaux les yeux avaient déjà mis dans la ville. Ils voulaient manger de la chair humaine et c'est pourquoi ils se regardaient tous avec une grande suspicion. Depuis les fenêtres, ils me regardaient tous. Les yeux étaient dans des cages et ceux qui avaient construit les cages dormaient bien au chaud, avec leurs espions, leurs cartouches et leurs bouches. Et ces bouches me criaient: retourne vers ta liberté, derrière ta fenêtre. Tu l'as voulu toi-même avec tes os, avec ton encre. Et moi, je voulais leur répondre: vous devez changer. Dans le futur, il n'y aura pas de paix pour les mangeurs d'hommes. Je sais que depuis le temps primitif, les yeux mangent de la chair humaine. Je me demande si quelque part, il existe des enfants qui n'ont pas encore mangé de chair humaine. Sauvez les enfants.
En octobre 72, Chang Li-chung est amené à l'asile psychiatrique du Hubei, où il reste enfermé 3 ans. Il était écrivain d'avant-garde à Wuhan. Aujourd'hui, il a 33 ans. Il n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Oui. On peut applaudir ce sujet. Une histoire vraie dans la Chine d'aujourd'hui, c'est votre sujet préféré de la soirée. Ah oui, moi, la première chose que je veux dire, c'est bis. Voilà, on applaudit donc. Bis. D'abord parce que vous savez que le sujet d'actualité, j'ai lu hier ou avant-hier dans le Figaro que Sigmund Freud venait d'être traduit en Chine et que l'introduction à la psychanalyse était maintenant en vente libre en Chine. Et deuxièmement, quel art de la chute, quelle formidable écriture cinématographique. Et c'est l'écriture clip. Ça y est, elle est là, cette génération qui va nous sortir définitivement du conservatisme des images. Vous avez vu le talent là de chaque plan qui se mêle, qui fait l'amour avec l'autre. Oh, quel poème! Et ça a 20 ans. Oh là là là. Ça, c'est ce qui me fait dire qu'on a tout à réapprendre tous les jours. Qu'on a l'impression de vieillir en regardant les... Oh là là, bravo, bravo. Alors, on va noter quand même pour savoir si le jury a partagé l'enthousiasme de Jacques Séguéla avec Jean-Louis Boudou, d'abord pour Radio-Canada. Oui, c'était vraiment un superbe film et très fort. Cette force, je pense qu'elle vient parce qu'elle recouvre en fait l'imaginaire d'un homme et en même temps une réalité qui est chinoise. Alors les points, c'est 7, 5, 5, 5, 11, 33 points. Bruno Albin pour Antenne 2. Eh bien pour moi, le choix du sujet n'a que peu d'importance, mais le traitement, alors bravo, j'ai mis 6 sur 6. 5 pour l'image, 5 pour le commentaire, 11 sur 12 pour l'appréciation personnelle, ça fait 33 points. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, je donne de bonnes notes, 9, 4, 5, 5 et 10 comme appréciation personnelle, ce qui fait un total de 33. Et ça nous fait penser que la liberté du commerce plus l'introduction de la publicité en Chine ne supprime pas encore l'oppression des esprits et l'oppression des individus. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 7, 4, 5, 4 et 10, ce qui fait un total de 30. À ce concert de louanges, je n'ajouterai que 2 mots, super. 129 points. Ouh là là, vous faites très très fort ce soir, messieurs. Et après, on dit que Bruno Albin est avare de points. Il vous a donné 33 points, le maximum. C'est bien, non ? Les raiders apprécient beaucoup. Mais un petit mot de Philippe Remakers. Oui, là, ça semble être un petit peu la fin de la série noire, parce qu'en Chine, justement cette semaine aussi, j'ai une journée qui m'a tout à fait réconcilié avec ce pays, avec surtout les gens. Et puis, je trouve que non, ça a été en général assez fabuleux comme semaine. Je vous ai dit un tout petit mot pour le film. On souligne assez rarement la musique. La musique est d'un groupe anglais qui a des connotations très orientales. C'est un groupe qui s'appelle Japan, et je trouve que la musique joue un rôle élémentaire, et je crois qu'elle apporte beaucoup au sujet. Donc je veux dire, il n'y a pas que nous, il y a aussi les musiciens qui ont fait à mon avis ce chef-d'œuvre. Enfin, on est très heureux, Philippe, de voir que pour une fois, tu es très optimiste. Tout arrive, tout finit par arriver. Didier, quels sont les points de bonification maintenant ? Très simple cette semaine, Rakam Legueux m'a particulièrement bien conduit aujourd'hui. Et il a donc, on a envie de lui donner 30 points, mais vous savez que le maximum c'est 25 points. 25 points pour tous les équipages qui sont bien arrivés, en bon état. Eh bien Didier, voici le classement de cette semaine. Premier RTL avec 154 points, deuxième SRC 141 points, troisième Antenne 2 131, quatrième Télé Monte Carlo 128 points, cinquième la Suisse romande avec 126 points. Au classement général, RTL reprend la tête avec 2031 points, suivi de très près par Télé Monte Carlo, troisième position la Radio-Canada, quatrième la Suisse romande et cinquième Antenne 2. Avant de vous repasser la parole, Didier, je voudrais remercier Jacques Séguéla d'avoir participé aussi activement et avec autant d'intérêt à notre grand raid d'aujourd'hui. Permettez-moi d'ailleurs, mon cher Jacques, de vous offrir ce jeu de société qui s'intitule Spécial Grand Raid, bien évidemment, qui est édité par la CJ. Peut-être pourrez-vous faire jouer vos enfants avec ce jeu et les initier à l'aventure. C'est plus le grand raid, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu. Est-ce que vous avez une petite philosophie à tirer de votre participation à notre émission ? Oui, on vient de voir finalement la Chine s'éveiller à la consommation et on a envie de lui dire attention la Chine, ne passe pas trop vite du palanquin des larmes à la cité des femmes. Tu sais, la société de consommation, c'est une arme à double tranchant. Nous en sortons
essaye de bien conserver tes racines dans toute cette turbulence qui t'attend, car reste toi-même, ne te laisse pas avoir par la télévision et tous les gadgets qui vont t'arriver sur la tête. Et puis, il y a une très jolie phrase de Brel à qui un jour on demandait ce que vous croyez, et qui a répondu je crois que Dieu ce sont les hommes et qu'un jour ils le sauront. Lorsqu'on voit toute cette jeunesse avec leur passion et leur talent, on a tout d'un coup envie de dire ça y est, ils savent qu'ils sont des hommes. Merci Jacques Séguéla, quel beau compliment pour vous, mesdemoiselles et messieurs du Grand Raid. Notre grand témoin de la semaine prochaine sera monsieur Alain Perfit de l'Académie française. Mais pour l'heure, nous vous retrouvons Didier afin de savoir où vous partez pour de nouvelles aventures. Oui, nous allons sauter par-dessus l'océan Pacifique pour rejoindre le continent américain. Mais auparavant, je voudrais vous faire part de l'émotion qui règne ici sur ce plateau, puisque nous quittons ce soir notre avant-courrier, Pierre God. Alors Pierre, comment cela s'est-il passé? Il faut quand même insister sur le fait que c'est un événement, cette traversée du Grand Raid à travers la Chine. Il y avait 53 ans qui nous séparent du passage de la croisière jaune. Oui, c'est fantastique, de point de vue fantastique parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais fantastique parce que c'est un grand événement. Il faut remercier surtout tous les Chinois qui ont participé à cette réalisation. Ça paraît simple parce que ça s'est bien passé, mais en fait ça fait 2 ans que nous préparons cela et je leur rends un grand hommage parce que c'était très très difficile pour eux de contourner un certain nombre de règles et de nous laisser suffisamment de liberté. Alors c'est un grand événement et nous l'avons ouvert, je souhaite bonne chance à tous ceux qui passeront derrière. Il paraît qu'ils sont nombreux. Parfois, tu me disais, j'ai l'impression quand même que le Grand Raid arrive un peu tôt en Chine. Un peu tôt parce que toutes les premières choses, nous les avons choqués sur un certain nombre de choses, avec nos voitures, avec nos coutumes, c'est vrai, mais nous sommes des jeunes aussi, c'est un peu le problème pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des petits toufous qui arrivent dans un pays. Et le temps aussi qui nous manquait, souvent nous les pressions un peu, hein, Pierre. Alors ça y est, ça y est, maintenant nous partons, tu pars. Nous te remercions en tout cas pour tout le travail que tu as fait. Et je vous présenterai dès la semaine prochaine notre nouvel avant-courrier que nous connaissons, mais que vous, téléspectateurs, vous ne connaissez pas encore. Il est très sympathique, il s'appelle Pierre Balian et il nous attend, lui, sur le continent nord-américain. C'est le dernier continent que le Grand Raid va traverser, l'Amérique du Nord d'abord, puis enfin l'Amérique du Sud. Alors à la semaine prochaine, il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Grand Raid. Nous en sommes ravis et nous vous donnons rendez-vous dans 1 semaine exactement à partir du Canada. Bonsoir à tous et merci.